Le scandale déclenché par Meghan Markle en se déguisant en princesse Diana dans Harper's Bazaar a provoqué une moquerie internationale. Le calme habituel de Buckingham Palace a été brisé en une seule matinée lorsqu'une lettre urgente en provenance de Californie est arrivée directement sur le bureau de la princesse Anne, l'expéditeur Meghan Markle. Et cette fois, elle n'a pas mâché ses mots. Selon des sources dans un message à la fois formel et explosif, Meghan aurait formulé des demandes stupéfiantes, notamment le retour d'une pièce de diamant précieuse qu'elle prétend lui appartenir, et même le transfert de la célèbre tiare, symbole associé à l'image de la princesse Diana. Yahabam. Selon des comptes rendus en fuite, le contenu a tellement mis Anne en colère qu'elle a totalement ignoré le protocole habituel, choisissant de gérer l'affaire personnellement plutôt que de la déléguer à l'équipe juridique du palais. Loin de reculer, Meghan aurait enchaîné avec d'autres gestes visant à changer la dynamique des démarches que beaucoup pensent pouvoir contraindre la famille royale à faire des concessions. Pourtant, les événements ont rapidement pris une tournure diamétralement opposée. La situation s'est inversée en un clin d'œil, et ce que Meghan a finalement reçu a été décrit comme un coup sans précédent pour sa réputation et son prestige. Jusqu'où Meghan Markle a-t-elle poussé pour provoquer une telle fureur de la part de la princesse Anne? Et quelle sera la prochaine étape d'Anne? Une riposte furieuse ou un piège dont il n'y aurait pas d'échappatoire? La matinée à Buckingham Palace a débuté avec la lumière gris pâle typique de Londres, filtrant à travers les hautes fenêtres et illuminant les couloirs tapissés de tapis rouges profonds. Parmi les piles de lettres officielles de chefs d'État, une enveloppe urgente envoyée en express depuis la Californie a immédiatement attiré l'attention. La poste de Montecito n'était plus un inconnu, mais cette fois l'adresse n'était pas celle du roi Charles III, c'était celle de la princesse Anne. Dans la soixantaine, la princesse Anne conservait encore l'allure d'une femme de fer, la seule fille de feu. La reine Élisabeth, deux célèbre pour sa discipline de fer, et ses plus de 20 000 engagements officiels au cours d'une vie de service. Lorsque la secrétaire posa hésitante le plateau en argent portant la lettre sur son bureau, Anne ne leva pas immédiatement la tête. Elle était absorbée par des dossiers de charité, ses lunettes glissant sur son nez, dégageant l'aura sévère de quelqu'un qui avait consacré sa jeunesse à préserver la survivance de la dynastie Windsor. Sa relation avec l'expéditrice Meghan Markle était gelée depuis l'événement sismique du Megxit en janvier 2020. Aux yeux d'Anne, Meghan n'était pas seulement une ancienne actrice américaine aux idées modernes et disruptives. Elle était celle qui avait brisé les règles tacites qu'Anne avait scrupuleusement respectées pendant des décennies. Tandis que ses doigts fins, mais fermes, parcouraient le contenu, l'atmosphère dans la pièce semblait s'épaissir. Meghan avait abandonné les politesses habituelles. La lettre allait droit au but sur un ton d'indignation à peine voilé comme un droit légitime. La première demande apparaissait comme une accusation tacite. Meghan demandait le retour de boucles d'oreilles en diamant d'une valeur de 450 000 livres, selon ses mots, qu'elles avaient été un cadeau en 2020. Lors du tumulte juste avant son départ de Grande-Bretagne, mais elles n'étaient plus en sa possession. La formulation ambiguë laissait entendre une rétention opaque par le palais, ce qui fit légèrement froncer les sourcils d'Anne, mais ce n'était pas cela qui lui coupa le souffle. La deuxième demande fut d'un véritable séisme psychologique. Meghan proposa que la tiare Spencer, la couronne légendaire associée à l'image de la princesse Diana, le jour de son mariage en 1981, lui soit transférée en tant que cadeau permanent. À ce moment, les mains d'Anne saisirent le bord du papier, le froissant légèrement. Elle connaissait bien cette tiare, un trésor non pas dans le coffre de bijoux royal, mais appartenant à la famille Spencer depuis des générations. Pour quelqu'un qui avait renoncé à ses devoirs royaux et vivait à l'autre bout du monde, oser demander un tel héritage emblématique à la famille de la défunte belle-mère dépassait toutes les limites de tolérance d'Anne. Dans son esprit, les souvenirs de 2020 refirent surface. Une année de départ, de promesses brisées, de fractures irrémédiables, laissées par Meghan et Harry. La secrétaire attendait la proximité, anticipant un ordre pour transmettre la lettre à l'équipe juridique pour une déclaration neutre, comme le faisait habituellement le palais. Mais Anne ne le fit pas. Elle ferma le dossier d'un claquement sec dans le silence pesant. Un éclair de colère traversa ses yeux gris-bleus, rapidement remplacé par une froide détermination. Elle comprenait que si elle laissait faire les secrétaires,
Elles utiliseraient le langage diplomatique doux que Meghan avait exploité si longtemps pour aller plus loin. Je vais répondre moi-même à cette lettre, déclara Anne d'une voix basse mais ferme. Elle ordonna à tout le monde de sortir se retrouvant seul avec une feuille blanche et un stylo plume. Dans la lumière tamisée d'un matin londonien, la silhouette de la princesse apparut solitaire, mais inflexible comme une forteresse. Elle prit le stylo, sentant le poids de chaque mot à venir. Ce n'était plus un échange entre deux femmes de la famille. C'était une déclaration de limite. Ses doigts effleurèrent le vieux bureau en chêne, percevant la solidité de l'histoire derrière elle. Son regard tranchant et glacé se fixa sur l'air vide où semblait se matérialiser le visage ambitieux de sa belle-fille en Californie. Une pensée résonna dans sa tête, dure et impitoyable. Il y a des limites que personne n'est autorisé à franchir. Le bureau à la résidence d'Anne à Gatcombe Park, ou parfois la petite pièce à Windsor, portait toujours l'odeur du vieux papier du chêne vieilli et du parfum léger du thé Earl Grey. Il n'y avait pas de luxe ostentatoire en vue. Tout ici servait au travail seul. Devant elle reposait une feuille de papier à écrire embossée du symbole de la couronne rouge foncée immobile, comme en attente du jugement. Elle ne se précipita pas pour prendre le stylo. Ses yeux acérés se plissèrent légèrement, se rappelant des règles immuables de la monarchie qu'elle avait passé sa vie à défendre. Pour Anne, les possessions royales n'étaient jamais de simples objets précieux. Ce n'étaient que des fragments d'histoire confiés par la nation à ceux de Windsor. Elle se mit à écrire. Le stylo plume glissa sur le papier texturé en traits nets et décisifs. Chaque lettre apparaissait nette, froide, dépouillée de tout superflu. Anne ouvrit la lettre en énonçant un principe fondamental. Les biens de la famille royale britannique sont une propriété publique conservée pour servir les devoirs de la nation et la dignité de la couronne. Ils ne sont en aucun cas des marchandises à échanger ou des objets personnels pour quelque individu, quel que soit son titre. Son utilisation délibérée du terme individu, plutôt que le nom ou le titre de duchesse, était une démotion subtile mais impitoyable, impliquant qu'elle se tenait désormais hors du cercle des privilèges royaux. Lorsqu'elle aborda la question des boucles d'oreilles en diamant d'une valeur de 450 000 livres, la plume sembla appuyer plus fort, laissant des traces d'encre plus foncées. Elle n'offrit aucune compassion ou préoccupation quant à la disparition supposée de l'objet. Au contraire, sa réponse fut froidement neutre. Elle indiqua simplement qu'après une vérification approfondie dans le registre officiel des cadeaux du palais de Buckingham, datant de 2028, aucun enregistrement ne mentionnait la présentation d'un tel objet en tant que cadeau personnel à Meghan. Il s'agissait d'un coup psychologique calculé. Par implication, Anne affirma que Meghan se trompait ou fabriquait délibérément une possession qui n'avait jamais existé dans les archives rigoureuses du palais. Elle insista sur le fait que le palais n'avait ni responsabilité légale ni morale de vérifier ou de restituer des objets absents des registres officiels. Si Meghan croyait dans sa légitimité de propriété et laissait entendre sur un ton défi qu'elle devrait poursuivre la démarche par voie légale plutôt que par une pression privée, c'était une déclaration de guerre tacite. Si vous souhaitez poursuivre en justice, entrez dans l'arène juridique où les revendications émotionnelles n'ont aucun poids. Mais le passage le plus dramatique dans l'esprit d'Anne survint lorsqu'elle aborda la tiare Spencer. En évoquant ce trésor, son expression devint plus grave que jamais. Elle n'appelait pas à l'émotion, mais à la froideur historique. En termes concis, Anne rappela l'origine de la tiare. Elle appartenait à la famille Spencer depuis le 18e siècle, un héritage transmis de génération en génération, sur lequel même la couronne britannique n'avait aucune autorité. Elle souligna que la demande de Meghan de transférer un reliquaire d'une autre lignée représentait une grave méprise à la fois de l'histoire et du protocole diplomatique. Chaque ligne ressemblait à une gifle silencieuse à l'arrogance de la belle-fille outre-Atlantique. Anne ne refusa pas simplement. Elle instruisait Meghan sur la véritable signification de l'héritage, quelque chose à préserver avec responsabilité et non à revendiquer comme un bien. À la fin de la lettre, Anne inséra une mise en garde voilée. Elle rappela à la destinataire que des demandes infondées et disruptives pouvaient la contraindre à revenir en Grande-Bretagne pour faire face à une procédure légale officielle. Ce n'était pas une invitation, mais un avertissement.
Anne savait très bien que Meghan avait toujours évité la confrontation directe avec le système judiciaire impitoyable de Londres et ses règles strictes. Lorsqu'elle eut signé, Anne posa le stylo. Elle ne relut pas ces mots. Pour elle, la vérité n'avait pas besoin de correction. À cet instant, la fatigue d'une longue journée de travail sembla se dissoudre, remplacée par la paix silencieuse de quelqu'un qui venait de fermer une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Elle regarda par la fenêtre où les arbres de Windsor Great Park se balançaient dans la brise matinale, se demandant silencieusement quel tremblement de terre cette lettre allait déclencher à son arrivée en Californie. Mais, peu importe la violence de la tempête, Anne savait qu'elle était le port le plus solide que les vagues sauvages ne pourraient jamais renverser. La lettre était scellée avec de la cire rouge, portant la volonté inflexible d'une dynastie qui ne plie jamais devant des exigences déraisonnables. Le soleil brûlant de Montecatoke filtrait à travers les palmiers, projetant des ombres tachetées sur la luxueuse propriété de la famille Sussex. Dans son bureau privé baigné de lumière, Meghan Markle était assise à son grand bureau en bois minimaliste, recevant la lettre fraîchement livrée de Londres. Le cachet royal apposé sur l'enveloppe fit battre son cœur un instant, une réaction instinctive mêlant anticipation et petite victoire silencieuse. Mais, dès que ses doigts touchèrent la première page, cette excitation se mua en un frisson glacé qui lui pénétra jusqu'aux os. Meghan était habituée à la douceur diplomatique du palais, aux détours polis et aux circonvolutions de l'époque de la reine. Ce qu'elle lisait maintenant parlait un tout autre langage, tranchant comme une lame directe et totalement intransigeant. Chaque ligne de la princesse Anne analysait ses demandes soigneusement élaborées avec une précision chirurgicale. La stupeur se lisait clairement sur le visage de Meghan. Ses sourcils se froncèrent fortement lorsqu'elle arriva au passage où Anne déclarait qu'il n'y avait aucune trace de boucle d'oreille en diamant. Il ne s'agissait pas simplement d'un refus. C'était une gifle à sa dignité, laissant entendre que ses revendications étaient des fabrications sans fondement. La déception se transforma rapidement en colère bouillonnante en lisant la section sur la tiare Spencer, pour Meghan. Cette couronne était plus qu'un bijou. C'était la clé pour se relier directement à l'aura de la princesse Diana, une façon de se proclamer héritière spirituelle de sa belle-mère défunte. Mais la déclaration acerbe d'Anne sur l'histoire et la propriété de la famille Spencer écrasa cette ambition sans pitié. Meghan sentit l'insulte intégrée dans les explications sur la lignée et la propriété, un rappel amer qu'elle resterait à jamais extérieure aux valeurs fondamentales de la lignée de sang. Plutôt que de reculer l'instinct de survie et la défiance d'une femme habituée à façonner les récits médiatiques s'élevèrent en elle. Elle se leva et marcha rapidement dans la pièce, son esprit cherchant une façon de retourner la situation. Elle ne pouvait pas accepter cette défaite en silence. Pour Meghan, le silence signifiait admettre qu'elle avait tort, et ce mot n'avait jamais existé dans son vocabulaire. En quelques heures, l'atmosphère dans son bureau de communication devint tendue, empreinte d'urgence. Sous la direction étroite de Meghan, une campagne de contre-attaque sophistiquée prit forme. Rédaction de communiqués de presse, fiches anonymes, envoyés aux tabloïds amis, tout préparé à toute vitesse. Des mots comme intimidation, humiliation et l'indifférence glaciale de l'institution étaient habilement tissés dans les titres. L'objectif était clair, transformer un conflit sur des possessions en une bataille morale et émotionnelle, la présentant à nouveau comme la victime écrasée par l'establishment conservateur britannique. Mais une variable imprévue intervint lorsque la fuite de sa demande concernant la tiare Spencer devint publique. Sur Internet, une vague de réactions commença à monter en flèche, mais elle ne suivit pas le scénario qu'elle avait écrit. Au lieu de la sympathie, le public exprima son étonnement face à l'audace de la demande. Historiens et fans dévoués de la princesse Diana s'unirent pour rappeler que la tiare Spencer était un symbole sacré d'une famille aristocratique indépendante, et non un jouet que l'on revendique au nom du sentiment. La tempête médiatique prit une nouvelle direction. Meghan regardait son écran d'ordinateur suivant la propagation de critiques acerbes. Des expressions comme illusion de privilège et manque de respect pour l'héritage se répandaient sous ses posts. Un commentaire accumulant des dizaines de milliers d'interactions devint le point central de la colère. L'héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose dont il faut être digne.
Pour la première fois depuis son départ de Londres, Meghan sentit l'opinion publique se resserrer autour d'elle d'une manière qu'elle ne connaissait pas. La fermeté de la princesse Anne n'avait pas simplement pris fin avec la lettre sur le papier. Elle était devenue la étincelle qui avait réveillé le public sur des limites qu'on ne peut pas dépasser. Dans la pièce silencieuse en Californie, Meghan regardait la lettre abandonnée sur le bureau, réalisant que cette fois son adversaire n'était pas une machine bureaucratique lente, mais une femme qui détenait fermement la vérité et l'histoire. Le jeu médiatique qu'elle avait autrefois maîtrisé se retournait contre elle, la laissant isolée au milieu d'illusions de gloire qui commençaient à se fissurer. L'atmosphère à Londres semblait s'épaissir sous l'effet des courants venus de Californie. Des articles accusant le palais de harcèlement et d'humiliation se répandaient rapidement dans les médias internationaux, peignant le tableau d'une institution froide et d'une princesse impitoyable. À Buckingham, le personnel se déplaçait plus discrètement que d'habitude, craignant une nouvelle crise médiatique, pouvant à nouveau fragiliser la stabilité fragile de la monarchie. Pourtant, au cœur de la tempête, la princesse Anne conservait un calme presque inquiétant. Elle n'avait pas l'intention de se retirer dans l'ombre pour attendre que la tempête passe comme le ferait la Windsor en disant « Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ». Anne comprenait que le silence pouvait parfois être d'or, mais à l'ère des vérités déformées, le silence pouvait aussi être interprété comme une admission tacite. Elle choisit d'une voix rare et sismique. Elle tiendrait une conférence de presse publique. L'événement ne se déroulerait pas dans les somptueuses salles d'État, mais dans un espace plus fonctionnel où elle recevait habituellement des organisations caritatives. Anne apparut dans un costume sombre, parfaitement taillé, sa coiffure en chignon haute impeccable, sans une mèche de cheveux de travers. Elle n'avait pas besoin de larmes ni de gestes théâtraux pour attirer l'attention. Sa simple présence, ses yeux acérés, son port royal, suffisait à faire taire une salle de journalistes expérimentés. Son geste était calculé et ferme. Elle n'aborda pas directement les accusations de Meghan sur l'humiliation. Elle considérait de ne pas échanger des pics émotionnels sous sa dignité. Au lieu de cela, elle choisit de révéler la vérité en plein jour. D'une voix stable et froide, Anne ouvrit un dossier et lut à haute voix le contenu de la lettre que Meghan lui avait envoyée. Le geste fut dévastateur dans sa précision. En récitant clairement sans passion les revendications pour les boucles d'oreilles en diamant de 450 000 livres et la tiare Spencer, chaque couche soigneusement construite de victimes de discrimination ou de harcèlement par l'institution que l'équipe médiatique de Meghan avait bâtie fut déchirée. Le public et la presse assistèrent à l'essence brute de l'affaire. Ce n'était pas un différend sur des droits humains ou des sentiments, mais une revendication déraisonnable sur des biens matériels et des symboles de pouvoir. L'attitude d'Anne tout au long n'était pas celle d'une gagnante se félicitant, mais celle d'une juge rendant justice. D'une voix ferme et impassible, elle expliqua que les trésors de la couronne n'étaient pas des jetons de négociation pour apaiser des égos personnels. Lorsqu'elle répéta que Meghan pourrait devoir revenir en Grande-Bretagne pour faire face à une procédure judiciaire concernant des revendications de propriété, ce n'était pas qu'un avertissement. C'était une affirmation de souveraineté juridique. Elle voulait que Meghan comprenne que si le jeu devait se jouer selon des règles, c'était la couronne qui les définissait et les appliquait. Tout au long de la conférence de presse, elle ne montra pas la moindre hésitation. Les flashs des caméras crépitaient sans relâche, capturant l'image d'une femme incarnant l'ancien ordre ferme face aux tentatives de le démanteler par le monde moderne. La publication publique de la lettre était un pari risqué, mais il reflétait sa foi totale dans la transparence. Quand la vérité entière est révélée, les mensonges se dissolvent d'eux-mêmes. À la fin de la séance, Anne se leva sans prendre le temps de répondre à d'autres questions. Elle laissa derrière elle une pièce en ébullition stupéfaite par les révélations. Sa déclaration finale succincte « La famille royale ne négocie pas ce qui ne lui appartient pas » devint le titre principal de tous les grands médias. Le lendemain, en sortant de la salle de presse, Anne sentit une brise froide balayer le couloir, mais elle ne frissonna pas. Elle savait qu'elle venait de tracer une ligne définitive sur toute période d'indulgence. Les cartes étaient maintenant face visible, et la princesse avait prouvé que derrière son extérieur discret se cachait une détermination inébranlable, prête à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger l'honneur de la famille Spencer et de la maison de Windsor
contre une ambition sans fond. Suite à la conférence de presse bouleversante d'Anne, l'espace numérique mondial explosa comme un réacteur nucléaire en surcharge à l'étage de Montecito, en Californie. Les écrans de téléphone s'illuminèrent à une vitesse vertigineuse, mais le contenu n'était plus des louanges ou du soutien comme auparavant. Au contraire, une vague d'indignation déferla une poussée furieuse de l'opinion publique que même l'équipe médiatique aguerrie de Meghan ne put contrer à temps. La vérité sur la tiare Spencer devint le point central de tous les débats. De Londres à New York, experts royaux, historiens et simples citoyens exprimèrent un mélange d'étonnement et de colère. L'image de la couronne longtemps considérée comme le symbole de la pureté et de la douleur de la princesse Diana était désormais associée à une demande audacieuse d'en faire une possession permanente. Le public se sentit personnellement insulté au nom de la famille Spencer. Ils ne virent pas cela comme une simple requête pour des bijoux. Ils le perçurent comme une intrusion dans l'héritage sacré d'une femme décédée. En Grande-Bretagne, la pression publique monta à des niveaux oppressants. Même des journaux auparavant neutres commencèrent à changer de ton. Des analyses approfondies du droit de succession et des droits de propriété privée apparaissaient en grand nombre. Toutes concluaient que la demande de Meghan était totalement déraisonnable et juridiquement ignorante. Le silence de la famille Spencer, véritable propriétaire de la tiare, pesait de tout son poids. Des sources proches de l'aristocratie firent infiltrer que les Spencer étaient horrifiés par les intentions de leur ancienne belle-fille et qu'ils n'avaient aucune intention de laisser un héritage familial tomber entre les mains de quelqu'un qui avait tourné le dos aux valeurs qu'ils chérissaient. Dans ces heures, les émotions de Meghan passèrent de la stupéfaction à une solitude terrifiante. Elle regardait ses anciens soutiens sur les réseaux sociaux commencer à prendre leurs distances. Les hashtags appelant à la justice pour elle furent progressivement remplacés par des demandes « Meghan doit s'excuser auprès de la princesse Anne ». Cette phrase ne fut pas qu'une simple tendance passagère. Elle devint un cri de ralliement répandu apparaissant sous chaque publication la concernant. Chaque rafraîchissement de fil la forçait à affronter de nouvelles accusations de manque de respect envers sa défunte belle-mère, la figure même qu'elle avait longtemps essayé d'imiter. La présentation implacable des faits par Anne déclencha un effet domino. Les boucles d'oreilles en diamant de 450 000 livres que Meghan brandissait comme preuve de tromperie du palais se transformèrent en preuve contre elle. L'absence de tout enregistrement officiel alimenta les doutes croissants sur sa crédibilité passée. Sur les chaînes d'information des psychologues analysant ses actions, les qualifiant de confrontation passive-agressive, qui s'était heurté à un mur d'acier infranchissable. La pression ne resta pas confinée au monde en ligne. Des appels à ce qu'elle présente des excuses ou tout au moins une explication satisfaisante commencèrent à émerger même dans l'élite américaine. Des gens qui l'avaient autrefois admirée pour son engagement en faveur de la liberté se sentaient désormais mal à l'aise face à une demande si matérialiste et si intrusive dans les anciennes traditions d'un autre pays. Meghan sentit l'atmosphère autour d'elle changer de façon palpable. Les vastes pièces du manoir semblaient soudain oppressantes et étouffantes. Elle comprenait qu'en tentant de rallier la sympathie publique en jouant la victime, elle avait involontairement touché au cœur même de la fierté nationale britannique et de l'honneur familial. Les mots de fer qu'Anne prononça lors de sa conférence avaient dénué le pouvoir des récits émotionnels que Meghan avait soigneusement construits. Derrière les portes closes de la Californie, le silence tomba. Plus aucune critique accusatrice n'était publiée. Plus aucune déclaration supplémentaire de son équipe de communication. Ce silence n'était pas la paix, c'était la paralysie totale. Pendant ce temps, à Londres, la princesse Anne poursuivit son emploi du temps aussi calmement que si aucune tempête n'était jamais passée, laissant l'opinion publique rendre justice par sa propre colère justifiée. La vague d'opposition ne montrait aucun signe de s'apaiser. Au contraire, elle creusait davantage le fossé entre la soi-disant reine des médias et une princesse incarnant de véritables valeurs. Les appels persistants à des excuses retentissaient comme un glas, rappelant que certains héritages ne peuvent jamais être échangés quel que soit le prix. Le vacarme des médias mondiaux céda peu à peu la place à un état suspendu étrange. Un silence épais calculé provenant de Californie. Au domaine de Montecito, ce calme ne ressemblait pas à un remords.
Il ressemblait davantage à la pose entre deux rounds pour un boxeur frappé de plein fouet, cherchant désespérément une ouverture pour contre-attaquer, mais se heurtant à des murs solides de chaque côté. Meghan Markle, qui avait toujours commandé chaque image et contrôlé le rythme de son propre récit, se trouvait désormais face à un dilemme psychologique profond. S'excuser publiquement auprès de la princesse Anne reviendrait à commettre un suicide pour l'image de la femme qui ne se courbe jamais, qu'elle avait si soigneusement cultivée. Pourtant, continuer à garder le silence ou à défier ne ferait que l'enfoncer davantage dans le bourbier de la condamnation publique. Les gens la voyaient maintenant à travers le prisme d'une ambition démesurée. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, le silence portait un ton tout autre, celui d'une victoire naturelle. La princesse Anne n'avait pas fait de commentaires supplémentaires après la conférence de presse. Elle était retournée aux écuries de Gatcombe Park, vêtue de ses vêtements de ferme usés et entourée d'énormes piles de rapports de charité. Pour elle, l'affaire était close au moment même où la vérité avait été dévoilée. Son état d'esprit n'était pas celui d'une triomphante, mais celui d'une gardienne silencieuse qui avait réussi à barrer la voie à un intrus sur le terrain sacré de la famille. Pourtant, les observateurs royaux percevaient de violents courants souterrains. Des journalistes chevronnés commençaient à révéler des détails sur des échanges discrets entre le palais et les équipes juridiques. Le silence de Meghan était largement interprété comme la conséquence d'un avertissement tacite. Toute erreur supplémentaire dans la gestion médiatique déclencherait immédiatement la révocation des privilèges restants ou même une procédure civile pour diffamation et revendication frauduleuse. La ligne tracée par Anne n'était pas une simple ligne verbale. Elle avait été renforcée par un réseau inébranlable de garanties légales. Les experts royaux convenaient qu'après cet épisode, la position d'Anne avait atteint un tout autre niveau. Elle avait montré au monde que la force de la monarchie ne réside pas dans des interviews pleines d'émotions ou dans des robes de tapis rouge éblouissantes, mais dans la vérité, l'histoire et une détermination inébranlable. Sa réponse ferme mais digne avait fixé une nouvelle norme sur la façon dont la famille royale gère les crises modernes. Pas besoin de débat. Il suffit de présenter les preuves. La confrontation ne se termina pas par une poignée de main ou un document de réconciliation. Elle se termina dans une polarisation brutale. Meghan Markle resta en Californie, enveloppée dans sa propre aura, désormais quelque peu ternie par des demandes déraisonnables. La tiare Spencer reposait intacte dans le coffre-fort sécurisé de la famille Spencer, rayonnant d'une lueur solennelle et distante, rappelant que certains trésors n'appartiennent qu'à ceux qui portent la lignée et la véritable responsabilité. L'histoire se clôtura alors que le crépuscule s'abattait sur le château de Windsor, où la princesse Anne parcourut les couloirs anciens. Elle ne regarda pas en arrière ni ne s'inquiéta de ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Pourtant, le silence suspect de Meghan pourrait annoncer un autre plan en préparation pour l'avenir. Mais tous comprenaient qu'en face de la dame de fer britannique, chaque manœuvre médiatique finirait par s'arrêter aux portes de la vérité. Après avoir lu cette histoire, selon vous, l'action de la princesse Anne de rédiger personnellement la lettre et de révéler la vérité publiquement était-elle un acte de conservatisme rigide ou une décision nécessaire pour protéger l'honneur de la famille royale contre des demandes déraisonnables? Partagez votre avis avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus. Cliquez aussi sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, ou qui s'affiche à l'écran, ou qui s'affiche à l'écran.